Par une grise matinée de novembre 2024, Kelly se tenait près du cercueil de son père, Richard Neal, s'efforçant de mémoriser chaque détail de son visage paisible avant que le couvercle ne se referme pour toujours. À 34 ans, Kelly avait déjà traversé bien des épreuves, mais rien ne l'avait préparé à cela. Son père, cet homme qui avait immigré de Taïwan avec pour seul bagage un diplôme d'ingénieur et $200 en poche, n'était plus. Richard avait travaillé comme responsable du contrôle qualité dans une usine de pièces automobiles pendant 32 ans, sans jamais gagner plus de $68 000 par an, mais il avait tout sacrifié pour offrir à Kelly des opportunités qu'il n'avait jamais eues. Il y a 3 semaines, un cancer du pancréas l'avait emporté en moins de 4 mois après le diagnostic. Il avait 67 ans, mais tandis que Kelly se tenait là, dans la petite chapelle de la banlieue de Détroit, entouré des amis et collègues de son père, il ne pensait à rien de tout cela. Il observait sa femme regarder sa montre pour la 7e fois en 20 minutes. Les doigts de Frida se posaient sans cesse sur son poignet. Un coup d'œil rapide. Une autre fois. Puis son regard scrutait l'entrée de la chapelle, comme si elle attendait quelqu'un, ou pire, comme si elle avait hâte de partir. À chaque fois, une douleur froide et aiguë s'enfonçait plus profondément dans la poitrine de Kelly. Ce n'était pas une distraction pour apaiser le chagrin. C'était de l'impatience. C'était quelqu'un qui voulait être n'importe où ailleurs. Kelly sentit sa mâchoire se crisper lorsqu'elle recommença. Cette fois, Frida sortit son téléphone de son sac de marque, celui qu'elle avait insisté pour acheter le mois dernier à $400, une somme qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre, jeta un coup d'œil à l'écran, puis le rangea rapidement en remarquant le regard de la tante Linda de Kelly. Ce geste fit serrer les poings à Kelly. « Kelly, mon chéri », murmura sa mère de l'autre côté. Margaret Neal paraissait plus petite qu'il ne l'avait jamais vue, noyée dans sa robe noire, le visage tiré et épuisé. Sa main trouva la sienne et la serra. « Ça va ?» demanda Kelly. « Oui, maman », parvint à articuler le mensonge, le goût de cendre dans la bouche. Il lui serra la main en retour, cherchant à se rassurer dans sa chaleur plutôt que de sentir le froid qui l'envahissait tandis qu'il observait Frida consulter à nouveau son téléphone. La cérémonie avait rassemblé environ 80 personnes dans la petite chapelle méthodiste. Des collègues de l'usine, des voisins de la modeste maison de 3 chambres de Warren où Kelly avait grandi, des amis des cours d'anglais de son père à l'université communautaire, d'anciens élèves des cours particuliers de mathématiques gratuits que Richard dispensait à la bibliothèque municipale tous les samedis depuis 15 ans. C'étaient des gens bien, des gens travailleurs, des gens qui comprenaient l'importance de Richard Neal pour cette communauté. Frida semblait préférer être chez le dentiste. Le pasteur Williams prenait la parole, sa voix grave emplissant la chapelle des souvenirs de la bonté et du dévouement de Richard. Il raconta comment Richard avait passé 6 mois à aider le neveu du pasteur à préparer son concours d'entrée en école d'ingénieur, refusant toute rémunération. Comment il avait organisé une collecte de fonds lorsque la famille Martinez avait perdu sa maison dans un incendie. Comment il était venu tous les dimanches pour aider à l'entretien de l'église, toujours avec sa boîte à outils et un sourire. Kelly essayait de se concentrer sur ses paroles, de se laisser envelopper par elles comme par une douce couverture, mais Frida remua à côté de lui, croisant et décroisant les jambes. Elle regarda de nouveau sa montre. 11h43. Que diable se passait-il à 11h43 qui puisse être plus important? Ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait. Frida ignorait que Kelly était sur le point de découvrir quelque chose qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir de son mariage. Après la cérémonie, les gens défilèrent devant le cercueil pour lui rendre un dernier hommage. Kelly se tenait auprès de sa mère et de sa jeune sœur Angela, recevant les étreintes et les condoléances, écoutant les récits les uns après les autres sur l'influence de son père sur la vie des gens. Chaque histoire le rendait à la fois plus fier et plus triste. Frida se tenait légèrement à l'écart, arborant un sourire crispé à chaque fois qu'on s'approchait d'elle, mais Kelly voyait bien que son regard se portait sans cesse vers la porte. Elle vérifia son téléphone à 3 reprises pendant qu'elle attendait au téléphone, détournant légèrement le regard à chaque fois, comme si elle pensait qu'il ne le remarquerait pas. « Votre femme semble anxieuse », murmura Angela tandis qu'il s'apprêtait à partir pour le cimetière. Sa sœur avait 29 ans, assistante sociale, elle avait hérité du don de leur père pour cerner les gens. « Tout va bien ? » ?»« Je ne sais pas », admit Kelly à voix basse. « Elle se comporte bizarrement depuis ce matin. »« Bizarre comment ?» Distraite, comme si elle voulait être ailleurs. Les yeux sombres d'Angela s'assombrirent d'inquiétude, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Frida apparut aux côtés de Kelly. Le directeur des pompes funèbres dit que nous devons nous rendre au cimetière rapidement. Le cortège funèbre va bientôt partir. Sa voix était tendue, sèche, professionnelle, comme si elle cochait des cases sur une liste de choses à faire au lieu d'accompagner son mari à l'enterrement de son père. Le trajet jusqu'au cimetière de Roseland Park dura 20 minutes, à travers des rues que Kelly connaissait depuis toujours. Frida était assise sur le siège passager de leur Honda Civic de 8 ans, silencieuse et tendue. Kelly conduisait machinalement, suivant le corbillard, l'esprit tourmenté.
Il avait rencontré Frida 6 ans plus tôt, lors d'une foire de santé communautaire où il était bénévole. Elle tenait un stand pour la société de facturation médicale dont elle était superviseur, et quelque chose dans son assurance et son sourire radieux l'avait immédiatement séduit. Elle était ambitieuse, contrairement à lui, parlant sans cesse de gravir les échelons, de vouloir plus que ce que son milieu ouvrier lui avait offert. Kelly, satisfait de son poste de professeur de mathématiques au lycée et de son salaire de 47 000 $ par an, trouvait son dynamisme inspirant. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé. Elle était devenue distante, critique. Elle avait commencé à faire des remarques sur leurs finances, sur le fait qu'elle ne s'en sortirait jamais avec un salaire d'enseignante, sur le salaire à 6 chiffres du mari de son amie Tiffany, dans la vente de dispositifs médicaux. Elle avait poussé Kelly à envisager des postes dans la vente pharmaceutique, à quitter l'enseignement pour quelque chose de plus lucratif. Kelly avait résisté. Il adorait enseigner. Il adorait voir les visages des enfants s'illuminer lorsqu'ils comprenaient enfin un concept difficile. Il adorait être le genre de professeur que son père l'avait encouragé à devenir, quelqu'un qui se souciait plus de l'impact que du salaire. Frida avait commencé à passer plus de temps avec Tiffany et son cercle d'amis, des femmes mariées à des hommes qui conduisaient des BMW et vivaient dans les nouveaux lotissements, qui partaient en croisière dans les Caraïbes et employaient des paysagistes. Kelly avait essayé de se montrer compréhensive. Tout le monde avait besoin d'amis. Mais plus Frida passait de temps avec eux, plus leur vie semblait lui peser. Au cimetière, ils se rassemblèrent autour de la tombe, sous un des blancs. Le vent de novembre transperçait la veste de Kelly, mais il le sentait à peine. Le pasteur Williams prononça quelques mots de plus. La mère de Kelly sanglotait doucement. Angela la serra dans ses bras, toutes deux tremblantes de chagrin. Frida regarda de nouveau sa montre. C'est alors que Kelly sentit quelque chose se briser en lui. On descendait son père dans la tombe, sa mère était effondrée, et sa femme était plus préoccupée par le temps qui passait que par le fait d'être présente pour lui en ce jour si terrible. Tandis que les gens commençaient à se disperser, après avoir présenté leurs dernières condoléances et regagné leur voiture, Kelly prit une décision. Il avait besoin de savoir ce qui était si important. Il avait besoin de comprendre pourquoi Frida ne pouvait pas lui accorder cette journée. « Je vais rentrer avec maman et Angela », dit Kelly à voix basse. « Pourquoi ne pas y aller devant ? Je sais que tu as des choses à faire. » Frida tourna brusquement la tête vers lui, la surprise traversant son visage. « Tu es sûr ? Je peux attendre. »« Non, ça va. »« Vraiment ?» Il garda un ton neutre, mais la surveillait attentivement. « Tu n'arrêtes pas de regarder ta montre depuis ce matin. Fais ce que tu as à faire. » La culpabilité traversa son visage, rapide et indéniable. « Kelly, je suis désolée. Je sais ce que ça donne l'impression. C'est juste que, il y a quelque chose qui se passe. C'est samedi, Frida. » Le mensonge s'est éteint sur ses lèvres. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis réessaya. « C'est compliqué. Je t'expliquerai plus tard. Je dois juste être quelque part à 13h. Le jour des funérailles de mon père. Je suis désolée. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Je suis vraiment désolée. On se voit plus tard à la maison, d'accord ? On en reparlera. Si vous aimez les histoires de trahison choquantes, de secrets bien gardés et de justice implacable, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Chaque jour, de nouvelles histoires font leur apparition, toutes plus poignantes les unes que les autres. Dites-moi d'où vous nous suivez. Frida est partie précipitamment, courant presque jusqu'à leur voiture. Kelly la regardait s'éloigner, une sensation de froid intense lui envahissant la poitrine comme une vague de givre. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il le sentait au plus profond de lui-même. Il passa les 2 heures suivantes chez ses parents, chez sa mère cette fois, acceptant des plats cuisinés et la compassion des voisins. Sa mère s'efforçait de rester forte, mais Kelly la voyait s'effondrer. Angela restait à proximité, gérant les visiteurs, veillant à ce qu'ils mangent, fidèle à elle-même, toujours aussi compétente et organisée. Vers 3h, Kelly s'éclipsa. « Je devrais rentrer. Prendre des nouvelles de Frida, m'assurer qu'elle va bien. » Sa mère acquiesça, compréhensive. « Vas-y, ma chérie. Merci d'être là. Ton père serait si fier de toi. » Ces mots lui nouèrent la gorge. Il la serra fort dans ses bras, respirant à plein poumon le parfum familier de son parfum et de son chagrin, puis rentra chez lui. Leur appartement se trouvait dans un petit immeuble près de 8 Mile Road. Un 2 pièces qu'elle louait pour 9 cents $ par mois depuis 4 ans. Rien d'extraordinaire, mais c'était propre et sûr, et Kelly en avait toujours été reconnaissante. Frida avait commencé à le trouver exigu il y a environ 6 mois. Sa voiture était garée sur le parking. Kelly se gara à côté et resta assis un instant, les mains sur le volant. Dans quoi allait-il s'engager ?
Une partie de lui voulait simplement entrer, faire confiance à sa femme, croire n'importe quelle explication qu'elle pourrait donner. Mais une autre partie de lui, celle qui s'était fait de plus en plus insistante ces derniers mois, savait qu'un lien fondamental s'était brisé entre eux. Il sortit son téléphone et ouvrit l'application « Localiser mes amis » qu'ils avaient installée des années auparavant par mesure de sécurité. La géolocalisation indiquait que Frida était chez elle, mais tandis que Kelly fixait la petite icône représentant sa femme, un souvenir lui revint en mémoire. Il y a 3 semaines, le lendemain de l'annonce du diagnostic terminal de son père, Kelly était rentrée plus tôt que prévu de l'hôpital. Il était anéanti, en quête de réconfort auprès de Frida, mais elle était au téléphone dans leur chambre, la voix basse et pressante. Quand Kelly avait ouvert la porte, elle avait sursauté comme si on l'avait prise en flagrant délit de vol. « Je dois y aller », avait-elle dit rapidement au téléphone. « Oui, jeudi, je serai là. » Puis elle avait raccroché et souri à Kelly, lui demandant des nouvelles de son père avec une inquiétude qui semblait sincère. Mais maintenant, debout sur le parking, Kelly se souvenait de la culpabilité dans ses yeux, de la façon dont elle avait rapidement rangé son téléphone, de son comportement différent après cet appel. Ses mains tremblaient en sortant de la voiture. L'air vif de novembre lui piquait le visage, mais il le sentait à peine. Il monta les escaliers jusqu'à leur appartement au 2e étage, le cœur battant la chamade à chaque marche. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Il la poussa doucement. Des voix. Frida parlait à quelqu'un, un homme. Kelly se figea dans l'entrée, transie de froid. « Je ne peux pas continuer comme ça », disait Frida. Sa voix venait du salon, tendue et émue. « Je sais que le moment est mal choisi, mais Kelly se méfie déjà. Tu as vu comment il m'a regardé aux funérailles ? Frida, calme-toi. » La voix masculine était inconnue, douce et assurée. « Nous avons été prudents. Il ne sait rien. Il sent que quelque chose ne va pas. Mon Dieu, je me suis sentie si horrible aujourd'hui. Son père est mort et je n'ai rien pu faire. » Sa voix se brisa. « C'est bien plus difficile que je ne l'imaginais. » Le regard de Kelly se perdit dans un tunnel. Sa femme, un autre homme présent dans leur appartement le jour de l'enterrement de son père. La trahison fut si totale, si dévastatrice, qu'il resta un instant paralysé, incapable de respirer, incapable de penser. « Tu avais dit que tu le quitterais après les funérailles, » dit l'homme. « Tu renonces ? Quitte-le. » Ces mots ont explosé dans la tête de Kelly comme une bombe. « Non, je ne renonce pas. J'ai juste besoin de temps pour bien faire les choses. Il traverse une période difficile. Tu trouves des excuses, Frida. Soit tu le veux, soit tu ne le veux pas. J'ai été patiente, mais je ne vais pas attendre indéfiniment que tu fasses semblant d'être en couple avec un professeur de lycée qui ne te permettra jamais d'avoir la vie dont tu rêves. » Le mépris dans la voix de l'homme fit serrer les poings à Kelly, mais il restait paralysé, incapable de se dévoiler. Une partie de lui avait besoin d'entendre tout, de savoir jusqu'où allait cette trahison. « Ce n'est pas juste, » protesta Frida d'une voix faible. « Kelly est un homme bien. Il est juste, il n'est pas ambitieux comme toi. Il ne cherche pas à obtenir plus de la vie. Et moi aussi. J'en veux plus. Alors prends-le. Nous partons de Miami mercredi. J'ai réservé l'appartement. L'offre d'emploi est confirmée. Tu gagneras 3 fois plus qu'actuellement en tant que responsable des opérations, mais tu dois lui dire, Frida, que tu dois mettre fin à ça. Miami, une offre d'emploi, responsable des opérations. » Les pièces du puzzle s'assemblaient dans l'esprit de Kelly, formant une image qu'il refusait obstinément de voir. « Je le ferai, » dit Frida. « Je lui dirai cette semaine. Je le promets. Tu as intérêt, parce que je ne plaisante pas. Je t'offre un véritable avenir, de l'argent, du succès, tout ce que tu as toujours voulu, mais je dois être sûr que tu t'engages à fond. » Il y eut un silence, puis la voix de Frida baissa. « J'y suis à fond, Bauer. Je te le promets. J'ai juste besoin de quelques jours de plus. » Bauer, ce nom lui disait quelque chose. Le directeur régional de Frida, celui dont elle avait parlé de temps à autre au cours de l'année écoulée, celui qui conduisait une Lexus et possédait une résidence secondaire en Floride, celui qui, apparemment, offrait une nouvelle vie à la femme de Kelly. Kelly a finalement déménagé. Il poussa la porte en grand et entra dans le salon. Il se tenait près de la fenêtre, proche mais sans se toucher. Frida se retourna brusquement, le visage blême. Bauer, l'homme, correspondait parfaitement à l'image que Kelly s'en faisait. La quarantaine, le teint hâlé, un costume de marque, même un samedi. Il affichait une assurance acquise au fil d'une vie passée à obtenir ce qu'il désirait. « Kelly », s'exclama Frida, « tu es rentrée tôt. Je croyais. Tu croyais que je resterais plus longtemps auprès de ma mère en deuil pour que tu puisses préparer ta fuite avec ton patron. » La voix de Kelly était étrangement calme.
Il fut presque surpris par la stabilité du son. Excusez-moi de vous interrompre. Ce n'est pas ce que vous croyez, commença Frida, mais Bauer la coupa. En fait, c'est exactement ce qu'il pense. Le regard de Bauer était froid lorsqu'il regarda Kelly. Frida et moi nous fréquentons depuis 6 mois. On lui a proposé un poste dans mon entreprise à Miami et elle a accepté. Elle devait vous l'annoncer cette semaine. Dans 6 mois. Ces mots frappèrent Kelly comme un coup de poing. 6 mois de mensonges. 6 mois à rentrer chez lui auprès d'une femme qui comptait le quitter. 6 mois de baisers, de conversations et de repas partagés qui n'avaient aucun sens. Frida, Kelly regarda sa femme, cherchant sur son visage le moindre signe de la femme qu'il avait épousée. Est-ce vrai? Des larmes coulaient maintenant sur ses joues. Je suis désolée, Kelly. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'allais te le dire, je te jure. Mais ton père est tombé malade et je n'ai pas pu. Tu n'as pas pu quoi? Tu n'as pas pu attendre qu'il meure pour t'enfuir avec ton riche petit ami? Oh, attends, tu n'as même pas pu attendre aussi longtemps. Tu planifiais ça pendant ses funérailles. Ce n'est pas juste. La voix de Frida se brisa. Je suis malheureuse depuis des années, Kelly. Tu te contentes tellement de ton petit salaire d'institutrice et de ce minuscule appartement, sans jamais rien demander de plus. Moi, je veux une vraie vie. Je veux voyager, vivre dans un endroit agréable et ne plus me soucier d'argent chaque mois. Alors tu m'as trompée pendant 6 mois avec ton patron. Elle mérite mieux que ça. Bauer intervint, d'un ton condescendant. Elle mérite quelqu'un qui puisse subvenir à ses besoins, qui ait de l'ambition, qui veuille réussir dans la vie au lieu de garder des adolescents pour 47 000 $ par an. L'évocation précise de son salaire, information que Frida lui avait manifestement confiée, donna la nausée à Kelly. Il s'était moqué de lui, l'avait pris en pitié, s'était moqué de lui. Mais Kelly n'a pas explosé, il n'a pas laissé éclater sa colère. Au lieu de cela, il a senti une vague de froid et de clarté s'abattre sur lui comme une plaque de glace. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Ils ignoraient tout de ce qu'ils savaient et qu'ils ignoraient. « Tu devrais partir », dit Kelly d'une voix calme en regardant Bauer. « C'est chez moi. Sors. » Avec plaisir, Bauer se tourna vers Frida. « Fais tes valises. Tu peux rester chez moi jusqu'à mercredi. » Frida reste ici ce soir, a dit Kelly. Elle vit ici, pour l'instant. Bauer plissa les yeux. C'est son choix, pas le vôtre. En fait, dit Kelly en sortant son téléphone, j'ai enregistré toute votre conversation, chaque mot, y compris le passage où vous, en tant que supérieur hiérarchique direct de Frida, lui avez proposé un emploi en échange d'une relation amoureuse. C'est une violation flagrante du code de déontologie de votre entreprise. Je l'ai vérifié le mois dernier, quand j'ai commencé à avoir des soupçons. Bauer pâlit. Vous bluffez. Kelly diffusa 15 secondes d'enregistrement audio. La voix de Frida était claire comme de l'eau de roche. Je suis à fond, Bauer. Je te le promets. Votre entreprise applique une politique de tolérance zéro en matière de relations entre supérieurs et subordonnés, a poursuivi Kelly, surtout lorsque le supérieur abuse de sa position pour proposer une promotion en échange d'une implication personnelle. Je crois que votre règlement intérieur parle de harcèlement sexuel. J'enverrai ce message à votre service des ressources humaines lundi matin, à moins que vous ne quittiez Détroit et ne contactiez plus jamais Frida. Ce n'était pas vrai. Kelly n'avait rien planifié de tout cela. Mais des années passées à observer son père naviguer dans les méandres de la politique de l'usine lui avaient appris une chose. Les hommes puissants comme Bauer étaient terrifiés à l'idée de perdre leur pouvoir. Et à cet instant précis, Kelly le détenait. Bauer serra les poings. Tu ne peux pas. Moi, je peux. Et je le ferai. À moins que tu ne franchisses cette porte sur le champ et que tu oublies l'existence de Frida. Pendant un long moment, Bauer le fixa du regard. Puis sa mâchoire se crispa. Ce n'est pas fini. Si, c'est fini. Kelly soutint son regard. Parce que tu vas vite te rendre compte que perdre ton boulot à 60 000 $ par an et faire face à une enquête pour harcèlement, ça ne vaut pas ce que tu croyais obtenir de ma femme. Maintenant, fiche le camp. Bauer regarda Frida, un sourire narquois se dessinant sur son visage. Je crois que je vous ai mal jugé. Il s'avère que votre mari a plus de caractère que vous ne le pensiez. Puis il a pris sa veste et est sorti en claquant la porte. Le silence retomba dans l'appartement, hormis la respiration haletante de Frida. Kelly, murmura-t-elle. Laisse-moi t'expliquer. Partez. C'est aussi chez moi. Partez, répéta Kelly. Va à l'hôtel. Va chez Tiffany. Je m'en fiche, mais tu ne restes pas ici ce soir. Frida le fixa, les larmes ruisselant sur ses joues, son maquillage ruiné. Je suis désolée.
Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait pendant 6 mois, alors que mon père agonisait. Kelly sentit quelque chose se briser en lui, mais il garda le silence. Tu étais à mes côtés à ses funérailles aujourd'hui, et tu regardais ta montre sans cesse, impatiente de reprendre tes préparatifs d'évasion. Alors non, Frida, tu n'as pas le droit de t'excuser. Tu n'as pas le droit de t'expliquer. Tu peux partir. D'une main tremblante, elle attrapa son sac à main, se dirigea vers la porte, puis fit demi-tour. Je t'ai vraiment aimé, Kelly. J'espère que tu le sais. J'espère que j'ai cessé de m'en soucier, répondit-il. Après son départ, Kelly resta debout au milieu de leur appartement, désormais le sien, et se laissa enfin aller à ce qu'il ressentait. Le chagrin, la trahison, la perte dévastatrice non seulement de son père, mais aussi de son mariage, de son avenir, de tout ce qu'il avait construit ces 6 dernières années. Mais sous cette douleur, quelque chose d'autre se tramait, quelque chose de froid et de calculateur. Frida et Bauer pensaient avoir gagné, pensaient s'en être tirés sans conséquence. Ils n'imaginaient pas de quoi Kelly n'il était capable lorsqu'on le poussait à bout, et ils étaient loin de se douter de ce qu'il allait découvrir dans les papiers de son père, une découverte qui allait tout bouleverser. Le lendemain matin, Kelly se réveilla sur le canapé de sa mère, la tête lui faisant atrocement mal et le cœur lourd. Il avait pris la voiture après le départ de Frida, incapable d'affronter leur appartement vide. Angela avait ouvert la porte, l'avait regardé et l'avait fait entrer sans un mot. Il ne leur avait pas tout dit, seulement que Frida avait une liaison et le quittait. Sa mère avait pleuré, peut-être pour lui, ou parce que cela se produisait le jour de l'enterrement de Richard. Kelly n'arrivait pas à savoir. Probablement les deux. Angela oscillait entre fureur et protection farouche, lui préparant du thé et maudissant le nom de Frida avec des combinaisons d'injures toujours plus originales. Ce dimanche matin, à 7 heures, Kelly se retrouva seule dans le petit salon. La maison embaumait son enfance, la cuisine de sa mère, les vieux livres et le léger parfum de l'après-rasage de son père qui persistait encore. Une douleur lancinante lui serrait la poitrine. Il sortit son téléphone. 12 appels manqués de Frida, 8 SMS allant des excuses aux justifications en passant par la colère. Il les supprima tous sans lire, plus que les premiers mots. J'ai aussi reçu un message d'un numéro inconnu. C'est Bauer. Il faut qu'on parle. Appelle-moi. Kelly a failli rire. Aucune chance. Il s'apprêtait à ranger son téléphone lorsqu'il se souvint de quelque chose. L'avocat de son père avait appelé 3 jours avant les obsèques, disant qu'il fallait fixer une date pour la lecture du testament. Sur le moment, Kelly y avait à peine prêté attention. Son père avait été ouvrier d'usine. Il n'y aurait pas grand-chose à discuter, probablement juste s'assurer que la maison revienne à sa mère, peut-être un petit compte d'épargne. Mais maintenant, assis dans la maison silencieuse, Kelly ressentait une étrange attirance pour le bureau de son père. Richard avait tout consigné avec une méticulosité extrême, dans des dossiers étiquetés remontant à plusieurs décennies. Si l'on voulait savoir quelque chose sur les affaires de son père, c'était dans ce bureau. Kelly se leva et tapota discrètement le couloir. La porte de la chambre de sa mère était toujours fermée. Elle avait probablement pris un des somnifères qu'Angela lui avait procurés. Le bureau de son père était la petite 3e chambre au bout du couloir, à peine assez grande pour un bureau et un classeur. Mais c'était le refuge de Richard. La pièce était exactement comme toujours. Propre, rangée, le bureau dégagé à l'exception de quelques photos encadrées. Margaret le jour de leur mariage en 1982, Kelly et Angela enfants, et diverses réunions de famille au fil des ans. Le classeur se dressait dans un coin, 4 tiroirs remplis de dossiers soigneusement étiquetés. Kelly était assis dans le fauteuil de son père, le cuir patiné par des décennies d'utilisation, et sentit les larmes lui monter aux yeux. La veille, il avait enterré cet homme. La veille, sa femme l'avait trahi. La veille, sa vie entière s'était effondrée, et à présent, il était assis dans le fauteuil de son père défunt, tentant de se ressaisir. Mais il y avait quelque chose qu'il devait trouver. Quelque chose dans cet appel de l'avocat l'avait marqué. Kelly ouvrit le classeur et commença à chercher. Déclaration de revenus, police d'assurance, documents hypothécaires, factures médicales, tout était étiqueté, daté, organisé avec la même précision que Richard mettait dans tous les aspects de sa vie. Puis, dans le tiroir du bas, Kelly trouva un dossier simplement étiqueté à son nom. Ses mains tremblaient lorsqu'il le sortit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents, une enveloppe scellée portant son nom et ce qui semblait être des relevés de compte. Kelly ouvrit l'enveloppe la première. L'écriture de son père était petite et précise. « Cher Kelly, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'expliquer tout cela en personne, mais je voulais te laisser quelque chose qui, je l'espère, t'aidera à comprendre les choix que j'ai faits dans ma vie.
Quand je suis arrivée en Amérique, je n'avais rien, mais j'avais quelque chose de plus précieux que l'argent, du temps. Le temps de construire quelque chose, le temps d'investir dans l'avenir, le temps d'être patient. Il y a 40 ans, un collègue m'a convaincu de cotiser 25 $ par mois au régime de retraite de l'entreprise. Je n'ai jamais augmenté ce montant car nous avions besoin de chaque dollar pour vous, les enfants, mais je ne l'ai jamais diminué non plus, et j'ai laissé la contribution de l'entreprise fructifier pendant 40 ans. Puis, en 1997, un collègue m'a parlé d'une nouvelle entreprise, qui s'occupait d'informatique et de livres. Il m'a dit qu'il investissait 5 cents dans une société appelée Amazon. Je le croyais fou. 500 $, c'était la moitié d'un mois de salaire, mais j'ai réussi à réunir 200 $ et j'ai acheté des actions. J'ai oublié ces actions pendant des années. Puis, en 2004, j'ai entendu parler de l'entrée en bourse de Google. J'ai pris 1000 $ sur un petit héritage de mon oncle et j'ai acheté des actions dès le premier jour. Et puis, je les ai oubliées. Le marché m'effrayait, et je n'ai jamais vérifié. En 2010, Apple lançait un produit appelé iPad. À ce moment-là, l'action Amazon avait dépassé les 10 000 $. J'ai vendu la moitié, 5 000 $, et j'ai investi cet argent dans Apple quand l'action se négociait autour de 30 $ l'unité, après ajustement pour les fractionnements. Je n'ai jamais rien dit de tout ça à ta mère. Elle se serait inquiétée, aurait voulu vendre, aurait utilisé cet argent pour des choses plus concrètes, et peut-être aurions-nous dû le faire, mais je rêvais de vous laisser, à toi et à Angela, quelque chose de réel, quelque chose qui vous donnerait des possibilités. Kelly, je n'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens, car je voulais que tu hérites d'un patrimoine, pas seulement d'argent. Je voulais que tu comprennes que le bonheur n'est pas synonyme de pauvreté, mais de sécurité. Il ne s'agit pas de ce que l'on dépense, mais de ce que l'on construit. Les informations de compte se trouvent dans ce dossier. Le mot de passe est composé de votre année de naissance et de celle d'Angela. Aucun caractère spécial n'est autorisé. Je suis fière de toi d'être enseignante. Ne laisse personne te faire sentir mal d'avoir choisi le sens plutôt que l'argent, car maintenant tu as les deux. Je t'aime, papa. Les mains de Kelly tremblaient tellement qu'il faillit laisser tomber la lettre. Il saisit les relevés de compte et commença à les lire. Au premier abord, les chiffres lui paraissaient incohérents. Son cerveau n'arrivait pas à les assimiler. Il les relut encore et encore. Son compte d'épargne retraite, alimenté par 40 ans de cotisations mensuelles de 25 $ et la contribution de son employeur, avait atteint plus de 380 000 $. Les actions Amazon, même après en avoir vendu la moitié en 2010, valaient encore environ 1,2 million de dollars. Les actions Apple avaient atteint près de 900 000 $. Il y avait aussi des actions Microsoft, des fonds indiciels et une poignée d'autres investissements que le père de Kelly avait apparemment réalisés au fil des ans, chacun modeste, patiemment accumulés et finalement oubliés. La valeur totale du portefeuille, selon le dernier relevé daté de 2 semaines avant le décès de son père, s'élevait à environ 2,7 millions de dollars. Kelly s'est effondré. Son père, cet homme humble et discret, ouvrier d'usine, qui portait la même veste depuis 15 ans et conduisait une Toyota d'occasion depuis 20 ans, avait été multimillionnaire. Il a tout légué à Kelly et Angela, à parts égales. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. La fin de cette histoire est tout simplement incroyable. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous pensez que Kelly devrait faire ensuite. Kelly resta assis, abasourdi, pendant ce qui lui parut des heures, mais qui ne dura probablement que quelques minutes. Sa vision du monde se transformait radicalement. Chaque souvenir de son père se réinterprétait à travers ce nouveau prisme. La maison modeste, les voitures d'occasion, le budget géré avec soin, les coupons de réduction découpés. Rien de tout cela n'était synonyme de pauvreté. Tout cela était un choix. Son père avait choisi une vie simple tout en amassant une fortune en secret, afin que ses enfants soient libres. Et Frida l'avait quitté. Elle l'avait quitté parce qu'il gagnait 47 000 $ par an comme professeur. L'ironie était si mordante qu'elle faillit le faire rire. Presque. Car tandis que Kelly était assis là, ses papiers entre les mains, une autre pensée lui vint à l'esprit. Frida n'était pas au courant. Bauer non plus. Ils avaient fondé leurs calculs sur l'hypothèse que Kelly était une mauvaise enseignante qui ne réussirait jamais. Ils ignoraient tout du fait que Kelly, Neil venait d'hériter de plus d'1 million de dollars. Soudain, Kelly entrevit une issue, une façon de gérer ce divorce, cette trahison, ce véritable cauchemar, une situation qui garantirait justice sans violence, sans cruauté, avec des conséquences justes. Mais avant cela, il devait parler à sa mère et à sa sœur. Kelly les trouva dans la cuisine 1 heure plus tard. Angela préparait le petit déjeuner tandis que leur mère, assise à table, fixait sa tasse de café. Elles levèrent toutes deux les yeux à son entrée, et l'expression d'Angela se figea aussitôt d'inquiétude.
On dirait que tu as vu un fantôme, dit-elle. J'ai trouvé quelque chose dans le bureau de papa. Kelly posa le dossier sur la table. Vous devez toutes les deux voir ça. Pendant l'heure qui suivit, tandis qu'Angela préparait des œufs qu'aucune d'elles ne mangeait et que leur mère oscillait entre choc, incrédulité et larmes, Kelly expliqua tout. La lettre, les placements, la fortune que leur père avait bâtie en secret. Je ne comprends pas, répétait Margaret. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? On aurait pu faire tellement de choses. Il l'explique dans la lettre, répondit doucement Kelly. Il voulait nous donner quelque chose de permanent. Quelque chose d'inaltérable. 2,7 millions de dollars, murmura Angela. Elle tenait les relevés de compte, les relisant sans cesse comme s'ils allaient disparaître. Papa possédait 2,7 millions de dollars. On partagera ça entre toi et moi, a précisé Kelly. Donc, on recevra chacun environ 1,35 million de dollars avant impôt. Sa mère s'est remise à pleurer. Je me suis tellement disputée avec lui à propos d'argent. Quand vous, les enfants, aviez besoin de quelque chose. Quand le toit fuyait, quand la voiture est tombée en panne, et qu'il avait tout ça. Il avait un plan, dit Kelly, et il l'a suivi. Il nous a donné tout ce dont nous avions besoin, et nous a laissé tout ce qu'il pouvait. Le regard perçant d'Angela se fixa sur Kelly. Que vas-tu faire de Frida? Kelly sourit. Ce n'était pas un sourire bienveillant. Je vais lui donner exactement ce qu'elle a demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit Kelly lentement, que Frida m'a quittée parce que je suis une mauvaise enseignante sans ambition. Elle et Bauer ont calculé que je ne valais ni son temps ni ses efforts. Alors, je vais les laisser vivre avec ce calcul. Tu ne vas pas lui dire pour l'argent? Les yeux d'Angela s'écarquillèrent. Pas encore, pas avant que le divorce ne soit prononcé. Kelly sentit cette froide lucidité l'envahir à nouveau. Frida veut divorcer parce qu'elle pense que je ne vaux rien. Je vais donc lui accorder le divorce qu'elle souhaite le plus rapidement possible, tout en conservant mon maigre salaire d'enseignante et en la laissant partir libre et vivre sa nouvelle vie de rêve à Miami. Kelly, demanda prudemment sa mère, que manigances-tu? Rien d'illégal, rien de cruel. Je vais simplement laisser Frida et Bauer avoir ce qu'ils désiraient, être ensemble. Kelly croisa leurs regards. Et ils devront vivre avec la conscience de ce qu'ils ont perdu. Au cours des 2 jours suivants, Kelly prit plusieurs décisions importantes. Il appela l'avocat de la famille, Daniel Morrison, et lui expliqua la situation. Daniel, sexagénaire, connaissait Richard depuis 30 ans et avait géré des affaires juridiques simples pour la famille au fil des ans. Mais son regard s'aiguisa considérablement lorsque Kelly évoqua l'héritage. « Tu as hérité de quoi ?» Kelly lui montra les relevés. Daniel siffla doucement. « Ton père était un homme intelligent, très intelligent. » Il regarda Kelly d'un air grave. « Et votre femme vous quitte pour son patron qui n'est au courant de rien. » Exact. Quand avez-vous découvert l'héritage? Dimanche matin, il y a 2 jours. Et quand votre femme est-elle partie? Samedi après-midi, après les funérailles. Daniel se laissa aller dans son fauteuil, pensant, bon, c'est délicat, mais gérable. Dans le Michigan, les biens hérités pendant le mariage sont considérés comme des biens propres, et non comme des biens communs, tant qu'ils restent séparés. Puisque votre père est décédé et que vous avez hérité après votre séparation, et que l'argent se trouve actuellement sur des comptes à son nom, il ne fera pas partie du règlement du divorce. Même si nous ne sommes pas encore officiellement divorcés? Exactement. Du moment que vous déposez la demande rapidement et que vous pouvez prouver que l'héritage a eu lieu après votre séparation, il vous appartient entièrement. Daniel esquissa un sourire. Votre père avait un sens du timing impeccable, même après sa mort. Frida ne touche donc rien de l'héritage? Rien. Le Michigan est un État où le divorce est prononcé sans faute. Par conséquent, même son infidélité n'aura pas d'incidence majeure sur le partage des biens. Elle aura probablement droit à la moitié des biens matrimoniaux, à votre épargne commune, à la moitié de la valeur de vos véhicules, etc. Mais les biens hérités restent la propriété de l'héritier. Daniel marqua une pause. Je suppose que votre patrimoine commun est modeste? Nous avons peut-être 3 000 $ d'économie commune et 2 voitures d'une valeur totale de 12 000 $. Nos meubles sont d'occasion. C'est tout. Votre femme repartira donc avec environ 7 000 ou 8 000 $ au total, plus ses propres revenus. L'expression de Daniel était soigneusement neutre. Tu gardes environ 1,35 million de dollars, plus le salaire de mon professeur, plus le tien, concéda Daniel, ce qu'elle jugeait tellement dérisoire qu'elle t'a quitté pour quelqu'un de plus riche. Ils partagèrent un instant de compréhension silencieuse. Je veux entamer une procédure de divorce immédiatement, a déclaré Kelly. Je veux que ce soit réglé au plus vite. Je vais rédiger les papiers aujourd'hui.
Compte tenu des circonstances, le décès récent de votre père, sa liaison, les preuves flagrantes d'infidélité, nous pouvons envisager un divorce rapide et à l'amiable. Si elle accepte les conditions, le divorce pourrait être prononcé en seulement 60 jours. Quelles conditions devrais-je lui proposer? Daniel réfléchit un instant. Soyez généreux avec les biens matrimoniaux. Facilitez-lui la tâche pour qu'elle puisse partir. Offrez-lui la moitié de tout ce qui est en commun. Ses économies, sa voiture, la moitié des meubles si elle le souhaite. Ne vous opposez à rien. Faites comme si vous étiez un homme au cœur brisé qui veut en finir au plus vite, car c'est exactement ce qu'elle attendra de ce pauvre professeur vaincu. Exactement, sourit Daniel. Laissons-la croire qu'elle obtient tout ce qu'elle désire. La vérité sera bien plus douce quand elle réalisera ce à quoi elle a renoncé. Kelly quitta le cabinet de l'avocat avec les papiers du divorce, qui seraient prêts à être remis jeudi. 3 jours de plus. Il passa ses jours à procéder méthodiquement, avec précaution, s'assurant que chaque étape soit documentée et conforme à la loi. Il a ouvert un nouveau compte bancaire à son seul nom dans une autre banque. Il a donné à Daniel une procuration pour gérer le transfert des comptes d'investissement de son père à son nom. Il a dressé l'inventaire de tous les biens communs de l'appartement, en les photographiant et en créant un tableau récapitulatif de leur valeur. Il a également changé les serrures de leur appartement. Dans le Michigan, comme son nom était le seul figurant sur le bail, Frida y avait insisté lors de leur emménagement, affirmant que cela améliorerait sa solvabilité. Il en avait légalement le droit. Il a emballé soigneusement les affaires de Frida, tout ce dont elle aurait besoin, et les a entreposées dans un box de stockage loué. Puis il lui a envoyé par SMS le numéro du box et le code d'accès. Elle a répondu quelques minutes plus tard. « Sérieusement? Vous m'empêchez d'entrer chez moi ?» répondit Kelly. « C'est mon appartement. Il n'y a que mon nom sur le bail, mais toutes vos affaires sont en sécurité dans un garde-meuble. Le code se trouve dans mon message précédent. Vous êtes cruel. Je suis pragmatique. Les papiers du divorce seront livrés à votre bureau jeudi. Je vous suggère de les lire attentivement. Kelly, pouvons-nous en parler? Non. Il a éteint son téléphone après cela. Mercredi est arrivé. Selon le plan initial de Frida, elle aurait dû être dans un avion pour Miami avec Bauer, débutant ainsi sa nouvelle vie glamour. Au lieu de cela, elle était toujours à Détroit, chez Tiffany d'après les renseignements recueillis par Angela, et Bauer semblait s'être fait très discret. Kelly n'était pas surprise. Les hommes comme Bauer ne recherchaient pas les complications. Ils aspiraient à des relations faciles, des liaisons sans prise de tête, des situations qui leur donnaient un sentiment de pouvoir. Une femme dont le mari détenait des preuves de harcèlement au travail et menaçait de les utiliser? Ce n'était plus aussi simple. Jeudi matin, Kelly est allée à l'école. Son congé de deuil était terminé et, honnêtement, il avait bien besoin de se changer les idées. Ses élèves se montrèrent bienveillants, lui présentant leurs condoléances avec douceur et se comportant de façon exceptionnellement sage. À la 3e heure de cours, Kelly se sentait presque de nouveau normale, jusqu'à ce que son téléphone vibre, un message de Daniel. Les papiers ont été livrés. Elle les a signés. Elle veut que je vous dise qu'elle espère que vous serez heureux. Kelly fixa le message un long moment. Frida avait signé, tout simplement. Sans dispute, sans négociation. Elle a examiné les conditions simples. Partage des économies et de la valeur de la voiture, conservation de ses propres comptes de retraite, pas de pension alimentaire, rupture nette. Elle avait accepté, car elle pensait faire une bonne affaire. Elle pensait échapper à la pauvreté et à une vie sans avenir avec un professeur. Elle pensait améliorer sa situation. Elle ignorait totalement qu'elle venait de renoncer à 1,35 million de dollars. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à me dire en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Kelly. Cet après-midi-là, Kelly a reçu un appel d'un numéro inconnu. Malgré ses réticences, il répondit « Kelly, c'est Bauer ». Kelly faillit raccrocher, mais la curiosité l'emporta. « Que voulez-vous ? Je dois vous expliquer quelque chose. Frida et moi, on n'était plus ensemble. Ça l'a surpris. Vraiment ? Qu'est-il advenu de notre rêve de Miami ? Écoute, je ne lui ai jamais rien promis sur le long terme. Elle a mal interprété la situation. La voix de Bauer était sur la défensive. Je lui proposais une opportunité d'emploi. Les choses se sont compliquées, mais je n'avais jamais prévu que ça prenne cette tournure. Donc, vous dites que vous avez couché avec votre employé, que vous lui avez proposé un emploi dans un autre État, que vous lui avez dit de quitter son mari, et que vous avez disparu quand les choses ont mal tourné? La voix de Kelly était glaciale. C'est ça votre version? Je dis simplement qu'elle a fait des suppositions. Non, tu lui as fait des promesses pour obtenir ce que tu voulais.
Et quand j'ai menacé de te dénoncer aux ressources humaines, tu as compris que ta carrière valait plus que tes manigances avec ma femme. Alors tu as reculé et tu l'as laissée dans l'embarras. Elle te quittait déjà, mec. Je ne l'ai pas forcée à rien. Mais tu lui as donné une raison et une destination. Kelly sentit la colère monter en lui. Tu lui avais fait miroiter une vie meilleure. Tu lui avais fait croire qu'elle pouvait l'avoir plus. Et puis vous avez tout supprimé quand c'est devenu gênant. Écoutez, je vous appelle pour vous présenter mes excuses et vous informer que je ne vais pas à Miami. L'entreprise a décidé de confier ce poste à quelqu'un d'autre. Donc, quoi que Frida ait prévu, ça ne se fera pas. Kelly l'a bien compris. Tu veux dire que Frida m'a quitté pour un boulot qui n'existe plus et une relation déjà terminée? Je suppose que oui. Bien. Dit simplement Kelly avant de raccrocher. Après la dernière sonnerie, il resta assis dans sa salle de classe, le regard perdu dans les dessins d'élèves accrochés au mur, les affiches de motivation sur la persévérance et l'état d'esprit de croissance, et le bureau où il avait corrigé des milliers de copies au fil des ans. C'était sa vie. C'était son choix. Frida, elle, le trouvait sans valeur. Mais son père avait compris. Richard Neal savait que la richesse sans sens était vaine, que la véritable richesse d'une vie ne se mesurait pas en dollars, mais en impact. Que le choix de Kelly d'enseigner, d'aider les enfants à comprendre les mathématiques et à croire en eux, était plus précieux que n'importe quel salaire d'entreprise. Kelly sortit son téléphone et appela Angela. « Salut », répondit-elle aussitôt. « Comment vas-tu ? Les papiers du divorce sont signés. Frida a tout accepté. Elle n'en a aucune idée, n'est-ce pas ? Absolument aucune. Et Bauer l'a largué. Le poste à Miami n'existe plus. » Angela inspira profondément. « Waouh, elle a tout perdu. Elle a perdu ce qu'elle croyait vouloir », corrigea Kelly. Maintenant, elle doit déterminer ce dont elle a réellement besoin. Vas-tu le lui dire, un jour ? Kelly y réfléchit. Peut-être un jour, quand elle aura tourné la page et reconstruit sa vie, quand elle n'aura plus besoin d'argent, mais pas maintenant, pas parce que ce serait la punir. Tu es meilleur que moi, dit Angela. Je voudrais qu'elle sache exactement ce à quoi elle a renoncé. Papa m'a appris quelque chose, murmura Kelly. La meilleure vengeance, ce n'est pas de faire souffrir quelqu'un. C'est de construire quelque chose de si beau que sa trahison n'ait plus aucune importance. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser cet argent comme il le souhaitait, pour construire une vie qui vaille la peine d'être vécue, pour faire des choix guidés par le sens plutôt que par la peur. Être le genre de personne qui n'a pas besoin de se venger parce que je suis trop occupée à être heureuse. Angela resta silencieuse un instant. Puis, papa serait vraiment fier de toi, Kelly. Je l'espère. Ce soir-là, Kelly rentra chez lui, dans son appartement, désormais vraiment le sien, et commença à faire des projets. Il continuerait d'enseigner, du moins pour l'instant, car il adorait ça. Mais il créerait aussi une bourse d'études au nom de son père pour les étudiants en ingénierie. Il aiderait sa mère à enfin faire ce voyage à Taïwan dont elle rêvait depuis toujours. Il rembourserait les prêts étudiants d'Angela pour son diplôme en travail social. Et il investirait le reste, avec soin et patience, comme son père le lui avait appris. Bâtir quelque chose pour l'avenir. Créer une sécurité sans ostentation. Vivre avec un sens. Frida avait misé sur le mauvais cheval. Elle pensait que l'argent était tout et l'avait quitté pour cela. Elle ignorait tout de la valeur inestimable de Kelly Neal. 2 mois plus tard, par un froid matin de janvier, Kelly se tenait devant ses élèves, expliquant le principe des intérêts composés. C'était l'une de ses leçons préférées, car elle pouvait véritablement changer des vies. La plupart de ses élèves étaient issus de familles ouvrières comme la sienne. Il leur fallait comprendre que de petits investissements réguliers pouvaient, à terme, se transformer en fortune. Imaginez que vous investissiez seulement $25 par mois à partir de 25 ans, écrivait Kelly au tableau. Si vous obtenez un rendement annuel moyen de 8% à l'âge de 65 ans, vous disposerez d'environ $87 000. Cela ne représente que $12 000 de votre propre argent investi. Le reste provient des intérêts composés. Un étudiant nommé Michael leva la main. Mais Monsieur Neal, qui peut se permettre d'investir quand on gagne le salaire minimum? C'était une question pertinente. Kelly sourit. Voilà la vraie leçon, Michael. Ce n'est pas une question d'argent, mais de priorité. Mon père a gagné $68 000 par an durant toute sa carrière. Il a investi $25 par mois pendant 40 ans. À sa mort, cet unique investissement avait généré près de $400 000. Un silence s'installa dans la classe. Il savait que le père de Kelly était décédé récemment. Il parlait rarement de choses personnelles. Mais ces derniers temps, il en parlait davantage. L'histoire de son père lui semblait importante.
Il avait le sentiment que c'était quelque chose que les enfants avaient besoin d'entendre. Ce n'est pas la somme qui compte, a poursuivi Kelly. Ce qui compte, c'est la constance, la patience, et la compréhension que la richesse ne se résume pas à l'apparence. C'est avoir le choix. Après le cours, Michael est resté. Monsieur Neal, je voulais juste vous présenter mes condoléances pour votre père. Mais c'est formidable qu'il vous ait laissé tout cet argent. Kelly cligna des yeux. Comment le sais-tu? Michael semblait mal à l'aise. J'ai entendu des professeurs parler dans le couloir. Tu as hérité d'une grosse somme d'argent, mais tu enseignes toujours. Certains trouvent ça bizarre. Du coup, la nouvelle s'est répandue. Kelly n'était pas vraiment surprise. Les obsèques de son père avaient attiré beaucoup de monde. Les gens parlaient. Le professeur de maths qui avait hérité d'une fortune, mais continuait à venir travailler, était sans doute une bonne source de ragots. Ce n'est pas bizarre, a déclaré Kelly avec précaution. J'adore enseigner. L'argent n'y change rien. Mais maintenant, tu pourrais tout faire, non? Voyager, par exemple. Je pourrais. Et peut-être que je le ferai un jour. Mais pour l'instant, c'est ici que je veux être. Kelly désigna la salle de classe. Ces leçons sont importantes, Michael. Comprendre l'importance de l'argent. Si je peux aider l'un d'entre vous à éviter des erreurs financières, ou encourager l'un d'entre vous à investir tôt, ou encore apprendre à l'un d'entre vous que sa valeur ne se mesure pas à son salaire, alors je suis exactement à ma place. Michael hocha lentement la tête. C'est plutôt chouette, Monsieur Neal. Après son départ, Kelly resta assis à son bureau, pensif. Le divorce avait été prononcé il y a 3 semaines. Frida avait signé les papiers, pris ses $7 000 sur leur bien commun et emménagé dans un appartement à Royal Oak avec Tiffany. Elle travaillait toujours dans la même entreprise de facturation médicale, occupait toujours le même poste et menait toujours la même vie qu'elle avait tant cherché à fuir. Sauf que maintenant, elle était seule. Kelly l'avait aperçue une fois, par hasard, à l'épicerie. Elle avait l'air fatiguée, plus petite. Leurs regards s'étaient croisés, elle s'était figée, puis avait rapidement détourné le regard, disparaissant dans une autre allée. Il ne l'a pas poursuivie. Il n'a pas essayé de lui parler. Il n'y avait plus rien à dire, mais il avait entendu des choses par le biais de connaissances communes. Bauer avait définitivement quitté Détroit pour un poste en Californie. Le poste à Miami était bien réel, mais il avait cédé à quelqu'un d'autre lorsque sa relation avec Frida s'était compliquée. Apparemment, Tiffany avait traité Frida de stupide pour avoir gâché son mariage pour un homme qui ne la désirait pas vraiment. Les autres amis de Frida, issus de ce cercle aisé, s'étaient discrètement éloignés d'elle une fois qu'elle ne fut plus en couple. Kelly n'y trouvait aucune satisfaction. Il était simplement triste. Triste de ce qu'ils avaient vécu et perdu. Triste pour la Frida qu'il avait épousée, apparemment si malheureuse qu'elle avait fait imploser leur vie. Triste du temps perdu et de la confiance brisée. Mais il était aussi en train de bâtir quelque chose de nouveau. Un fonds de bourse d'études, portant le nom de son père, avait été créé par le biais du département d'ingénierie de l'Université du Michigan. Ce fonds offrait $25 000 par an aux étudiants issus de familles ouvrières poursuivant des études d'ingénieurs, la priorité étant accordée aux immigrants de première génération ou aux enfants d'immigrants. Les premiers lauréats seraient annoncés au printemps. Sa mère avait pleuré lorsqu'il le lui avait annoncé. Puis elle lui avait montré les journaux de Richard, des carnets où son père avait consigné sa philosophie d'investissement, ses rêves pour ses enfants, ses réflexions sur ce qui constituait une vie réussie. Les relire, c'était comme renouer avec ses conversations avec son père. Il était si fier de toi, avait dit Margaret à Kelly lors d'un dîner chez elle. Il me disait souvent, Kelly a choisi le sens plutôt que l'argent, et cela le rend plus riche que je ne pourrais jamais le rendre. Mais il ne m'a pas enrichi, maman. Non, ma chérie, il t'a donné de l'argent. Tu t'es enrichi toi-même en choisissant ce qui comptait vraiment. Elle lui avait serré la main. Il y a une différence. Angela avait géré sa part d'héritage différemment. Elle avait immédiatement remboursé ses prêts étudiants, $48 000 envolés en un instant, puis placé le reste dans une fiducie pour leur mère et dans des investissements pour son propre avenir. Elle travaillait toujours comme assistante sociale, aidant toujours les familles à traverser les crises, privilégiant toujours le sens à l'argent, tout comme Kelly. Nous sommes les enfants de papa, avait-elle dit lors de leur rencontre autour d'un café. Nous n'avons rien à prouver avec l'argent. Il nous suffit de bien vivre. Le vendredi précédant la Saint-Valentin, Kelly a reçu un courriel inattendu. C'était de Frida. L'objet disait « Je suis désolé ». Il a failli le supprimer sans le lire, mais quelque chose l'a poussé à l'ouvrir. « Kelly, je ne m'attends pas à ce que tu répondes. Je ne mérite ni ton temps ni ton attention, mais j'ai besoin de te dire certaines choses, même si tu ne les lis jamais.
J'ai entendu dire que tu as hérité d'une grosse somme d'argent de ton père. Et je tiens à ce que vous sachiez que ce n'est pas pour cela que je vous écris. Je ne veux rien de vous. J'ai simplement besoin de vous dire que je comprends maintenant ce que j'ai perdu. Ce n'était pas une question d'argent. Je n'étais pas au courant. Et honnêtement, si je l'avais su, ça aurait probablement tout empiré. J'aurais été avec toi pour de mauvaises raisons, ou j'aurais justifié mon ressentiment face à notre vie modeste malgré notre richesse. Ce que j'ai perdu, c'est toi, ta bonté, tes principes, ta force tranquille. Ton choix d'enseigner par conviction, non par appât du gain. La façon dont tu as honoré ton père en vivant selon ses valeurs au lieu d'essayer d'impressionner les autres avec des choses coûteuses. J'étais tellement obsédée par le statut social, les apparences et ce que possédaient les autres que je ne voyais pas ce que j'avais déjà. Un homme bon qui m'aimait. Une vie simple mais stable. La liberté de faire des choix guidés par des valeurs plutôt que par la peur. Bauer était un fantasme. Il incarnait l'échappatoire à la banalité. Mais la banalité était un don, Kelly. C'est dans la banalité que se déroulait la vraie vie. Et je l'ai échangé contre rien. Je ne demande pas pardon. Je ne demande pas une autre chance. Je sais que j'ai tout gâché à jamais en regardant ma montre aux funérailles de ton père et en pensant à un autre homme. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai perdu. Et je suis désolée. J'espère que tu es heureuse. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui apprécie ce que je n'ai pas su voir. Et j'espère que ton père repose en paix, sachant qu'il a élevé une personne restée fidèle à elle-même, quoi qu'il arrive. Frida Kelly lut le courriel 3 fois. Puis il resta assis avec, se laissant envahir par le mélange complexe d'émotions qu'il suscitait. De la colère. De la tristesse. Un étrange soulagement, celui de comprendre enfin ce qui avait vraiment compté. Mais aucune envie de répondre. Inutile de la rassurer, de l'absoudre ou même d'entamer la conversation. Ce chapitre était clos. Kelly fit alors quelque chose que son père aurait apprécié. Il alla à la banque et fit un don à la banque alimentaire où Richard était bénévole depuis 20 ans. $5 000, au nom de son père. Puis il appela sa mère et l'emmena dîner dans le modeste restaurant chinois qu'il fréquentait depuis l'enfance de Kelly. Ils ont parlé de Richard. De souvenirs. De l'avenir. Il disait que la richesse se mesurait en amour et en héritage, et non en dollars. Ton père disait toujours quelque chose, lui raconta Margaret en mangeant du riz frit. Il disait, l'homme le plus riche est celui qui a le moins besoin de rien pour être heureux. Il avait raison, dit Kelly. Mais il voulait aussi que tu aies le choix, Kelly. Ne laisse pas son humilité te faire culpabiliser d'avoir de l'argent. Utilisez-le. Voyagez. Vivez des expériences. Construis une vie qui dépasse le simple devoir et le travail. Kelly sourit. Oui, maman, je te le promets. Je prévois un voyage à Taïwan cet été. Tu veux venir avec moi? On pourrait visiter le village de papa, voir d'où il vient. Les yeux de Margaret se remplirent de larmes. Il aurait adoré ça. Alors faisons-le. Et faisons-le bien. Hôtels agréables. Bonne cuisine. Aucun compromis sur la qualité. Papa aurait voulu qu'on en profite. Le printemps est arrivé. Les lauréats des bourses ont été annoncés. 5 élèves, dont une jeune femme dont le père était concierge et qui souhaitait étudier l'ingénierie aérospatiale. Kelly assista à la remise des prix et ressentit si fortement la présence de son père qu'il en eut la poitrine serrée. À l'école, sa réputation avait changé. Les étudiants ont commencé à le consulter pour des conseils financiers. Les enseignants se sont renseignés sur les stratégies d'investissement. Le directeur l'a approché pour lui proposer d'enseigner un cours optionnel de finances personnelles l'année prochaine. Il nous en faut davantage, a déclaré le principal Davis. Les enfants doivent comprendre la valeur de l'argent, surtout ceux issus de familles modestes. Vous pourriez vraiment faire la différence. Je le ferai, a acquiescé Kelly. Mais à une condition, que ce soit obligatoire pour les personnes âgées. Tout le monde devrait obtenir son diplôme en comprenant les intérêts composés, les scores de crédit et les bases de l'investissement. Point final. En mai, Kelly a reçu un autre message inattendu, cette fois de Bauer. Kelly, il faut que je te parle de Frida. Tu peux m'appeler? Kelly fixa longuement le message. Puis il bloqua le numéro. Ce qui arrivait à Frida n'était plus son problème. Il avait tourné la page, construit quelque chose de nouveau, bâti une vie qui honorait l'héritage de son père tout en étant authentiquement la sienne. Il fréquentait une nouvelle personne, une collègue enseignante nommée Lisa, qui enseignait l'anglais et partageait son goût pour les soirées tranquilles et les conversations enrichissantes. Elle était au courant de l'héritage, elle connaissait Frida, elle savait tout. Et elle le regarda et dit, « Je suis heureuse que tu aies continué à enseigner. L'argent, c'est bien, mais le sens de la vie, c'est mieux. »
Elle l'avait compris, tout comme son père. Le jour de la fête des pères, Kelly s'est recueillie sur la tombe de son père avec Angela et sa mère. Elles avaient apporté des fleurs et avaient passé l'après-midi à se raconter des histoires, riant et pleurant à parts égales. « Papa, dit Kelly doucement, agenouillée près de la pierre tombale. Je voulais te remercier, pas seulement pour l'argent, même si c'était incroyable, mais de m'avoir montré que richesse et importance sont deux choses différentes. Tu étais riche de ce qui comptait vraiment, bien avant d'avoir de l'argent à la banque. Et tu m'as appris à être pareil. » Il toucha la pierre froide, se sentant lié par-delà la frontière de la vie et de la mort. Frida m'a quitté parce qu'elle pensait que je n'étais pas à la hauteur. Elle pensait que l'argent était tout. Mais tu m'as appris que la meilleure vengeance n'est pas la vengeance elle-même. C'est vivre si bien que la trahison n'a plus d'importance. Voilà ce que je fais. J'enseigne. Je construis. J'apporte mon aide. Je choisis le sens. Tout comme vous. Angela posa la main sur son épaule. Il le sait, Kelly. Il le sait. Cet été-là, Kelly et sa mère se rendirent à Taïwan. Ils visitèrent le village d'enfance de Richard, rencontrèrent des parents éloignés et visitèrent les universités où Richard rêvait d'étudier avant d'immigrer. Ils dînèrent sur les marchés nocturnes, firent des randonnées en montagne et découvrirent le pays que Richard avait quitté pour offrir une vie meilleure à sa famille. Un soir, assise sur le balcon d'une chambre d'hôtel avec vue sur Taipei, Margaret confia à Kelly une histoire qu'elle n'avait jamais racontée auparavant. Quand ton père m'a annoncé qu'il investissait en bourse, j'étais furieuse. On avait besoin de cet argent pour des choses concrètes. Mais il a dit quelque chose qui m'a fait comprendre. Il a dit, je n'investis pas dans les entreprises. J'investis dans la liberté de nos enfants, la liberté de choisir l'enseignement plutôt que la vente, la liberté d'être travailleurs sociaux plutôt qu'avocats, la liberté de mesurer le succès par son impact plutôt que par ses revenus. Kelly sentit des larmes lui monter aux yeux. Il avait vraiment dit ça? Oui. Et il avait raison. Margaret regarda son fils. Tu es libre, Kelly. Libre de vivre selon tes valeurs. Libre d'enseigner par passion, non par besoin d'argent. Libre d'être l'homme que votre père a appris à devenir. Voilà le véritable héritage. Que as-tu appris de tout ça? Lui demanda-t-elle plus tard. Kelly réfléchit un instant. J'ai appris que Freda avait raison sur un point. Je n'étais pas ambitieux comme elle le souhaitait. Le statut social, les apparences ou la course au poste ne m'intéressaient pas, mais j'étais ambitieux pour ce qui comptait vraiment. Être un bon professeur, aider les enfants, vivre avec intégrité. Il marqua une pause, contemplant les lumières de la ville. J'ai aussi appris que la meilleure vengeance est l'absence de vengeance. Freda a parié que je ne valais rien. Elle a perdu son pari, mais sa défaite ne m'a pas fait gagner. Je gagnais déjà. Je ne savais simplement pas comment le voir. Et maintenant? Maintenant, je le vois clairement. La richesse ne se mesure pas à l'argent en banque. C'est se réveiller chaque matin en sachant qu'on fait quelque chose d'important. C'est avoir des gens qu'on aime et qui nous aiment en retour. Il s'agit de faire des choix qui honorent les sacrifices que d'autres ont faits pour vous. Kelly regarda sa mère. Son père était riche bien avant de posséder 2,7 millions de dollars. Il était riche parce qu'il nous avait, toi et nous, et qu'il menait une vie pleine de sens. L'argent n'était que la preuve que la patience et les principes finissent toujours par payer. Mais la véritable récompense, c'était la vie qu'il a vécue. Margaret s'essuya les yeux. J'aimerais qu'il puisse t'entendre dire ça. Je crois qu'il le peut, répondit Kelly. Je pense qu'il le sait. À leur retour à Détroit, Kelly a pris sa dernière décision importante concernant l'héritage. Il conserverait 1 million de dollars investis, le faisant fructifier lentement et prudemment afin de se garantir une indépendance financière à long terme. Les 350 000 dollars restants serviraient à construire un lieu que son père aurait adoré. Le Richard Neal Community Learning Center ouvrit ses portes 18 mois plus tard dans un bâtiment rénové près de l'ancien lycée de Kelly. Il offrait du soutien scolaire gratuit en mathématiques et en sciences aux élèves issus de familles ouvrières. L'établissement proposait des ateliers d'éducation financière pour adultes. Il disposait d'une petite salle informatique et d'une bibliothèque bien fournie en ouvrages sur l'investissement, l'ingénierie et la réalisation de ses rêves grâce à la patience et à la discipline. Frida a assisté à l'inauguration. Kelly l'aperçut au fond de la salle pendant son discours, les larmes ruisselant sur ses joues. Après, elle s'approcha de lui avec précaution. « Kelly, dit-elle doucement, c'est magnifique. Ton père serait si fier. »« Merci, » répondit Kelly. Et il le pensait vraiment. Il n'y avait plus ni colère ni amertume, seulement la reconnaissance du passé et du présent. « Je dois te dire quelque chose, » poursuivit Frida. « Bauer m'a contacté il y a quelques mois. Il voulait qu'on se remette ensemble, il a dit qu'il avait fait une erreur.
Kelly a attendu. Je lui ai dit non, parce que j'ai enfin compris ce que tu essayais de me montrer. Le caractère compte plus que la carrière. La bonté compte plus que l'argent. L'homme qui reste fidèle à lui-même vaut plus que celui qui se vend pour le statut social. Elle regarda Kelly avec un regret sincère. Je poursuivais la mauvaise chose. Et quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà laissé passer la bonne. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, dit Kelly sincèrement. J'espère que tu te construiras une belle vie. Moi aussi, répondit Frida avec un sourire triste. Franchement, en voyant ce que vous avez construit ici, en voyant comment vous avez honoré la mémoire de votre père, je comprends pourquoi vous regardiez votre montre aux funérailles, dit Kelly en fronçant les sourcils. Je ne regardais pas ma montre. C'était vous. Frida secoua la tête. Non, Kelly, après l'office, quand tout le monde partait, je t'ai vu regarder ton téléphone. J'ai cru que tu étais impoli. Mais Angela m'a dit plus tard que tu relisais sans cesse le dernier SMS de ton père. Tu n'étais pas irrespectueux. Tu étais en deuil. Kelly sentit sa gorge se serrer. C'était lui qui avait fait ça. Le dernier message de son père avait été envoyé 2 jours avant sa mort. Fier de toi, mon fils. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Je me suis trompée sur tellement de choses, murmura Frida. Je suis désolée de ne pas avoir vu qui tu étais vraiment. Moi aussi, répondit Kelly. Je suis désolée que vous ayez été mécontent. Je suis désolée de ne pas l'avoir remarqué. Je suis désolée que nous n'ayons pas pu trouver de solution avant que cela ne soit complètement aggravé. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, dit Frida. Mais cela ne veut pas dire que tu avais tort. Tu étais exactement comme tu devais être. C'était moi qui devais changer. Ils restèrent un instant dans un silence confortable. Puis Frida lui toucha doucement le bras. Merci pour cela. Pour le centre. Pour avoir honoré votre père de cette façon. Pour nous avoir montré ce qui compte vraiment. Après son départ, Lisa a retrouvé Kelly et lui a pris la main. Ça va? Oui, a répondu Kelly, sincèrement. Oui, vraiment. Ce soir-là, debout dans le centre d'apprentissage rendu possible grâce au sacrifice de son père, Kelly repensa à tout le chemin parcouru. Les funérailles où tout a basculé. La découverte qui a tout changé. Le divorce qui l'a libéré. La reconstruction qui l'a façonné. Son père lui avait fait 2 cadeaux. L'argent était le premier. Mais le plus grand cadeau fut la leçon que la richesse ne vaut rien sans caractère. Que le succès ne vaut rien sans sens. Et que la vie la plus riche est celle vécue selon des principes qui nous survivent. Frida avait regardé sa montre aux funérailles, car elle avait hâte d'échapper à une vie qu'elle trouvait étriquée. Elle voulait plus. Plus d'argent. Plus de prestige. Plus d'excitation. Kelly avait découvert qu'il possédait déjà tout ce qui comptait. Il ne savait tout simplement pas comment compter. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être averti des nouvelles histoires. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Mais il était riche bien avant que ses comptes bancaires ne le prouvent. Il était riche de ce qui comptait vraiment. En amour. En raison d'être. Sachant qu'il avait élevé des enfants qui comprenaient la différence entre avoir de l'argent et être véritablement riche, Kelly regarda sa montre une dernière fois ce soir-là. Il était tard. Il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de se reposer. Il est temps de se réveiller demain et de recommencer. Enseigner. Aider. Construire. Vivre. Pas pour l'argent. Pas pour le statut. Non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais parce que c'est ce que font les hommes de bien. Ils sont présents. Ils servent. Ils bâtissent un héritage qui leur survivra. Exactement comme Richard Ni l'a enseigné à son fils.